Willkommen, welcome, bienvenue. La radio du festival Bildrausch. Film Explorer sous le beau soleil de Bâle où se déroule le festival du film Bildrausch, notre équipe constituée de Ruth Beitig, de Giuseppe Di Salvatore, d'Emilien Gour est presque au complet, avec le soutien technique d'Olivier Legras, pour accueillir à présent l'auteur d'un premier long métrage, présenté ici en compétition à Bâle. Bonjour Anthony Lapia. Bonjour. Ton film s'intitule After et nous plonge dans l'obscurité d'un club techno parisien, au plus près des corps qui dansent, qui boivent, qui s'effleurent, se droguent, se parlent. Ce contexte voit naître la rencontre entre Saïd, un chauffeur Uber, et Félicie, une avocate. Les deux jeunes gens passent le reste de la nuit ensemble, mais à l'aube, la réalité de leurs conditions les rattrape, tout comme l'idée qu'ils vivent dans un même monde, et pourtant dans des univers bien séparés. N'ayant pas encore eu la chance de voir le film, je laisse la main à Ruth et à Emilien, qui ont beaucoup de questions à te poser. Emilien, pour commencer. Merci pour cette introduction, Nicolas. Comme tu le rappelais, le film After nous emmène dans le monde de la nuit, dans le monde underground de la nuit parisienne, qui est un milieu qui a été jusqu'à présent relativement peu représenté au cinéma. Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes comment le projet de film s'est mis en place ? Alors, j'ai commencé, en fait, je fais la fête depuis assez longtemps, depuis que j'ai une quinzaine d'années, j'ai 35 ans, donc j'ai commencé à faire la fête avant de faire des films, et un des premiers scénarios de fiction que j'ai écrit avait déjà lieu dans un club, en fait, et j'ai toujours eu envie, en fait, de représenter, en fait, la fête et la techno dans un film, parce que je n'ai jamais vu un film, en fait, qui retranscrivait l'expérience que je vivais, enfin qu'on ressentait, que j'avais l'impression de vivre en fait, en tout cas quand j'étais en soirée. Et donc j'avais envie pour mon premier film de représenter, enfin de poser ma caméra à cet endroit-là. Alors, comme on parle de caméra, j'en viens justement à un des points formels du film que je trouve très intéressant. C'est-à-dire que le monde de la nuit est filmé essentiellement en gros plan. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ce parti pris ? Alors, en fait, ce qui était à l'origine du projet. En fait, à l'origine, le projet était un court-métrage. Le film est à deux univers, on va dire. Il y a la boîte de nuit et l'appartement. Et en fait, l'appartement venait en premier. En fait, à l'origine, la boîte de nuit ne devait être qu'une introduction. En fait, c'était on va dire que c'était la rencontre des deux personnages principaux. Et dans l'appartement, je voulais vraiment en fait faire un film hyper classique, en fait une sorte de portrait, une sorte de double portrait en fait de ces deux personnages et du troisième portrait aussi qui est présent dans l'appartement dont il parle à un moment donné. Et en gros, on a tourné la partie de la boîte de nuit après l'appartement en fait, donc j'ai gardé en fait cet axe de mise en scène en fait sur le portrait. J'avais envie de faire une collection de visages en fait, car le film a été tourné pendant le deuxième confinement en fait à Paris et avec les masques, avec tout ça en fait, enfin il y avait vraiment un truc où j'avais envie d'enregistrer le plus de visages possible en fait et d'offrir en fait aux spectateurs je sais pas, une sorte de collection de visages en fait. C'était un peu ça l'idée et la logique du gros plan aussi va dans le sens de tendre vers l'abstraction en fait, d'abstraire le décor en fait pour essayer d'être au plus près en fait de la retranscription des états de conscience modifiés, enfin de ce que crée en fait le club entre la lumière, la foule, les gens et d'essayer d'être au plus proche de ce qui pour moi est ce qui me reste de mes soirées en fait, c'est-à-dire les visages des gens que j'ai croisés en fait. Alors il y a le gros plan sur les visages, mais je dirais que le film est aussi une sorte de gros plan temporel. Je trouve la temporalité du film très intéressante dans la mesure où elle n'est pas du tout construite de manière linéaire. On s'attarde sur des instants spécifiques qui sont situés les uns par rapport aux autres à travers le montage. Mais tout à coup, voilà, à un moment, le fil se perd. Il y a ces allers-retours entre l'appartement et la boîte de nuit. Et on a l'impression d'évoluer dans une temporalité qui progresse par tâtonnement, par succession de gros plans sur des instants successifs. De focus un peu sur des détails, on va dire, sur des micro-actions, des plein de petites de micro-narrations, etc. C'est vous voulez dire ? Voilà, exactement. Et c'est cette idée-là de la temporalité, comment est-ce qu'elle s'est mise en place ? Tu faisais allusion justement tout à l'heure au fait que le projet a évolué. Ça devait être un court-métrage concentré sur la partie de l'appartement. Pour finir, on aboutit à un métrage d'un peu plus de 60 minutes. Comment est-ce que tu as travaillé cette temporalité-là au montage, par exemple ?
Alors, il y a eu plusieurs moments en fait dans le processus de travail, étant donné que, en fait, en gros, on a fait un premier tournage, donc il y a eu trois, en fait, il y a eu trois volets en fait d'écriture, de tournage et de montage, en fait. Donc ça a été trois va-et-vient en fait comme ça entre toutes les phases de fabrication d'un film normalement, qui a permis d'accéder à la version que vous avez, enfin qui est maintenant la version définitive du film. Pendant un moment, l'appartement était, c'était toute une partie de boîte de nuit et tout l'appartement en fait. Et en finançant le tournage de l'appartement, on l'a fait en 2 fois en fait. On s'est rendu compte en fait qu'on avait besoin de faire revenir la soirée en fait à l'intérieur du film, et donc c'est comme ça qu'on a construit ce montage parallèle en fait, cette logique de montage parallèle. Donc voilà. Et c'est aussi l'idée de focaliser. Enfin, c'était aussi pour se rapprocher de la sensation de la nuit en fait et de la sensation de la fête en fait. Cette idée de micro-focalisation sur des petites choses, etc. et de micro-narration en fait qui s'entrelacent. Voilà. Justement, je trouve la force de ce film, c'est son expérience sensorielle, avec cette sampling, cette musique du techno qui est vraiment très très forte. C'est pas un film qui nous explique quelque chose, c'est vraiment un film qu'il faut vivre. Et je trouve aussi très très intelligent comment d'un coup, à un certain moment, il y a la musique de Bach qui arrive. Est-ce que tu peux nous parler de cette décision? Parce qu'il y a quelque chose que comme entrer dans une sorte de variation, Oui. même avec tout ton propos, avec le couple dans le club et jusqu'à la fin finalement de la dernière scène. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Bien sûr, bien sûr. Alors Bach, c'est un truc qui était présent dès le début, même quand c'était un court-métrage en fait. J'avais toujours prévu de mettre... J'avais toujours envie de mettre du piano et j'ai très vite... je suis pas un grand spécialiste, on va dire, en musique classique, mais il y a quelques pièces que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup celle-ci. Et ça a été assez évident que c'était avec celle-ci que j'avais envie de travailler. J'avais pensé à un moment donné faire une composition originale. En fait, j'ai un ami, j'ai une personne que je fréquentais qui est un pianiste professionnel qui fait de la composition, en fait. Il s'appelle Lucas Debargue, à qui je voulais à un moment donné proposer de faire une composition originale. Mais en fait, j'aime beaucoup trop les variations Goldberg de Gould, en fait. L'aria des variations Goldberg de Gould, il est juste bien, en fait, comme ça. Et donc, c'est très vite resté, en fait, de vouloir garder ça. Il y a aussi un sens aussi que l'aria, en fait, l'aria, ça vient au début et à la fin de la pièce, quoi. Et donc il y a cette idée en fait de répétition et de boucle en fait qui est présente, qui est un motif très important du film en fait, et qui est un motif fondamental de la techno en fait, qui est tout se répète en fait tout le temps, et c'est un peu toute la logique du film aussi. Les conversations se répètent, tout tourne en rond, l'ex revient à la fin, enfin il y a tout un motif comme ça sur la répétition en fait, et je trouvais ça assez beau que l'aria soit au début et à la fin aussi, enfin venait un peu sceller en fait ce mouvement de répétition aussi, mais sur une note complètement différente. Et il y avait aussi le désir de quitter le spectateur sur quelque chose de doux en fait comme ça, et aussi de le mélanger à la violence des bruits des manifestations et tout, enfin, de créer du contraste en fait aussi toujours. Et voilà. Oui, c'est comme une île, tu vois. Ce sont des moments de cette nuit, il y a quelque chose de l'île. On sent que les gens, ils vont entrer, c'est le club, c'est ce moment-là. Et après, il y a cette île de l'appartement. Mais voilà, on vit un moment ensemble. Et c'est tout avec une certaine intensité. Et on sait peut-être, après, on va plus se revoir ou peut-être on va se revoir. Et moi, je suis curieuse quand je te sens aussi sur scène, quand tu es dans le Q&A, cette intensité, est-ce que c'est quelque chose que tu dis que c'est le film qui peut me permettre d'exprimer ça? J'ai l'impression que la fête, en fait, et la fête techno particulièrement, est un espace justement d'expression d'intensité, en fait, et c'est ça qui me plaît là-dedans, en fait, que je trouve beau, et qui est justement, comme vous le dites, comme tu le dis, pardon, une île, une bulle, en fait, quelque part, qui est quand même déconnectée du réel, qui est déconnectée. C'est pas le monde, c'est pas la normalité, en fait. On est dans un moment de vacances, un moment de vide, en fait, un moment de creux où les contraintes sociétales normales, où on travaille pas, enfin voilà quoi. On est dans un moment de vacances, en fait. Et donc à partir de cette idée-là, en fait, c'est ça que j'ai essayé de représenter avec le film, on va dire. Mais ça n'empêche que le réel est quand même toujours là. Et c'est cette idée aussi que le jour se lève toujours à la fin, et que malgré la solidité de la bulle qu'on essaye de construire, le réel revient toujours aussi, et la réalité du monde revient dans les paroles, quand la musique s'arrête, quand ils sont ensemble dans l'appartement. On peut pas fuir le réel. Enfin, c'est un peu moraliste. Je pense pas que les personnages soient dans une fuite, mais en tout cas, le réel se convoque dans cette nuit. C'est ça l'idée.
Mais à la fin du film, justement, le jour se lève, mais le jour se lève et la lumière qu'on voit à l'écran est totalement blanche. Alors, c'est le jour qui se lève, mais aussi c'est l'idée de la nuit blanche. Donc le jour se lève, mais la nuit continue blanche. Il y a quelque chose ici de très, très intéressant sur cette fin qui illustre l'idée de quelque chose d'un jour nouveau qui commence et d'une continuité avec la nuit. Alors, j'ai toujours eu le désir de faire quelque chose, on va dire, un peu onirique et surréaliste en fait pour le final du film. L'idée de départ en fait vient de choses un peu pas forcément très connexes. Une vidéo d'essai nucléaire aux États-Unis en fait qui est en gros, il y a ça s'appelle Operation Q, c'est un truc qui se trouve facilement sur internet. Et en gros, juste avant l'explosion de la bombe, en fait, il y a une sorte de flash blanc énorme en fait qui vient. Et après, il y a juste comme si du vent en fait venait déplacer. C'est des trucs de test en fait d'essais nucléaires américains où il y a genre des mannequins dans des maisons, etc. Et en gros, il y a une sorte de flash lumineux très puissant. Et donc ce truc, au niveau de l'inspiration formelle, j'avais cette image-là, et j'avais aussi la sensation qu'on a quand on sort d'un espace sombre en fait et que le jour est levé, quand on a nos yeux qui n'arrivent pas encore à faire le diaphragme et qu'on est complètement ébloui et que tout devient complètement nébuleux comme ça. Il y a aussi cette idée-là. Et il y a aussi l'idée que la fête ne s'arrête un peu jamais et qu'il y a toujours une soirée qui a lieu, il y a toujours un after qui a lieu aussi. Donc c'est pour ça j'ai mis les danseurs à la fin qui dansent dans cet espace abstrait. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce patchwork, on va dire, d'éléments-là, mais après c'est très libre. Chacun peut y voir ce qu'il veut. Enfin, le truc de la nuit blanche, je l'avais pas pensé personnellement, mais effectivement, on peut voir ça comme ça, bien sûr. Il y a un contraste formel aussi intéressant avec le noir de l'écran. Il y a cette scène où il y a une coupure d'électricité, tout à coup l'écran devient absolument noir. Oui. Il y a aussi ce contraste entre la blancheur éclatante de la lumière de la fin et le noir absolu de cette coupure de courant. Il y avait cette idée d'aller au bout de la nuit aussi, en fait, d'aller vraiment au fond du noir, en fait, quelque part. Et c'était aussi ça, formellement, la dernière séquence de piste de danse qui est filmée, où tout est très très sombre, dans une image très contrastée, où on voit juste des fragments de corps dans des stroboscopes, etc., qui vient juste après, quand il part explorer comme ça et tout. Donc voilà, oui, c'était l'idée de faire une sorte de très long fondu au noir, comme ça, où on s'enfonce dans le noir avant le lever du jour. Alors tout à l'heure, Emilien a souligné justement que cet univers du clubbing, de la nuit, a été peu représenté au cinéma. Il y a un film notable et encore assez contemporain qui me vient à l'esprit, c'est Eden de Mia Hansen-Løve. Pour travailler sur After, est-ce que tu es allé voir que d'autres cinéastes comment d'autres cinéastes avaient abordé justement ce contexte de la nuit et de la musique électronique? Alors ce qui est assez particulier, Eden, j'ai vu le film, bien sûr, je le trouve intéressant, mais en fait c'est un film en fait qui raconte des gens qui ont raté leur soirée en fait sur 2 heures à peu près. C'est vraiment des gens qui ont manqué le plaisir du truc en fait. La première séquence est très significative de ce truc-là, c'est-à-dire que on nous vend une énorme soirée qui doit avoir lieu dans un bunker et Ellipse il ressort du bunker, il y a pas la soirée quoi. Et tout le film procède un peu de ce truc, d'une sorte d'échec en fait, d'impossibilité en fait d'être à l'endroit de la jouissance, du plaisir en fait. Et donc j'ai pas construit After en opposition à Eden, mais je pense que c'est 2 films qui n'ont pas du tout les mêmes ambitions sur la représentation d'un milieu qui est effectivement similaire. Et aussi tout un truc aussi d'époque, c'est un film d'époque qui parle de gens qui sont connus, il y a les Daft Punk, voilà, etc. Les années 90. Voilà, c'est ça, c'est tout un portrait en fait de la French Touch, etc. Enfin, ça c'est vraiment notre. Moi, la soirée pourrait avoir lieu à Paris, mais pourrait avoir lieu n'importe où en fait. Enfin, même pas qu'en Europe d'ailleurs, il y a des soirées comme ça à Séoul. J'ai présenté le film à Jeonju et il y avait des gamins qui venaient de Séoul qui disaient il y a des clubs techno à Séoul aussi, mais c'est partout pareil en fait. Donc il y avait vraiment un truc en fait qui est pas dans une idée de représentation d'époque ou de quoi que ce soit, mais un truc justement beaucoup plus abstrait en fait et beaucoup plus abstrait en fait, je pense. Ce qu'a fait par exemple quelqu'un comme Wu Jiaoxian quand il a filmé Millennium Mambo. Oui. Où là on est dans une sorte d'aquarium. En fait, il filme le club comme si c'était un aquarium avec des lumières blanches et des choses vraiment des lumières noires des choses vraiment très étonnantes. C'est tout en lumière noire, tout est en fluo, c'est ça. Ouais. C'est une très belle séquence effectivement. Très décor. Ouais, c'est une très belle séquence. C'est très beau, c'est dans le milieu nouveau effectivement. Ouais. J'avais un peu oublié le film, mais oui, bien sûr, maintenant je me rappelle. Mais il y a aussi autre chose que j'étais très intriguée. En fait, il y a beaucoup de monde qui prennent de la drogue, mais d'autre part, c'est pas du tout une côté moraliste ou de les exposer. J'étais assez aussi touchée par ce moment où j'avais l'impression, on parle en ce moment beaucoup de take care. Que c'est comme quelque chose, que c'est comme un moment. C'est pour ça le bulle est très important. Qu'on est là, qu'on est tranquille, on veut que du bien à l'autre. Et ça, je trouve, malgré tous les drogues qui circulent, c'était très présent. Mais moi, après, je me suis dit, mais comment tu as pu filmer ça? Comment tu as construit tout ça?
que ce club existe ou voilà, juste pour savoir. C'est aussi une sorte de underground. Oui, ça vient de là. En fait, on a organisé des vraies soirées. Alors, sur la question du take care et du care, etc. C'est vrai qu'en fait, le film est une fiction, donc j'ai écrit tout le film est scénarisé, les séquences qui sont dans le film, les gens qui dansent, c'est pas écrit, ça, on va dire, c'est des gens qui dansent vraiment. Mais les micro-histoires, les personnages secondaires, etc. Enfin, tout ce qui se trame en fait à l'intérieur du film entre les personnages sont des choses qui étaient prévues. On a fait aussi un peu de documentaire. Alors, va-et-vient. On a monté un club avec des gens qui organisent des soirées underground illégales à Paris, en fait, pour tourner le film, dans un squat pendant le Covid. Donc, en fait, on a organisé des vraies soirées pour tourner le scénario. Donc, il y avait vraiment des artistes qui venaient mixer. Enfin, il y avait vraiment une piste de danse il y avait un bar, une piste de danse. Enfin, voilà, c'était une vraie boîte de nuit dans laquelle on tournait notre fiction, en fait. Donc, voilà, c'est la solution, entre guillemets, qu'on a trouvée pour essayer de rendre la soirée véridique et pour ne pas faire comme d'habitude avec les gens qui font comme ça. Avec la musique qui s'arrête. On n'a pas l'impression qu'ils dansent vraiment, quoi. Donc les gens dansaient vraiment, c'est pour ça que sur la piste de danse, on a l'impression qu'ils dansent vraiment parce que c'est vrai, quoi. Et qu'il y avait tout un climat dans l'endroit qui était vraiment une sorte de mini-club, en fait, une mini-boîte de nuit dans laquelle les gens venaient, et il y avait tout le temps des DJ qui passaient de la musique et voilà, quoi. Donc c'était vraiment un endroit pour faire la fête, quoi. Les gens venaient se joindre à cette sorte de soirée un peu continue qui a duré 11 jours. Et du coup, le dispositif de filmage à l'intérieur de cette soirée, c'est plusieurs caméras, par exemple on tournait avec 2 caméras, mais des scènes en particulier, quoi. Et sur les scènes de dance floor, en général, on avait une caméra qui était focalisée sur les actions, et il y avait un deuxième cadreur, en fait, qui partait filmer plus les gens, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été filmées entre les prises aussi. Pendant qu'on s'arrêtait de tourner, pendant que je dirigeais les comédiens, j'en sais rien, qu'on se remettait en place, il y avait une personne qui restait avec la caméra, qui filmait les gens sur la piste de danse, ou les gens au bar. Enfin voilà, quoi. C'était un peu en fait, il y avait un truc de captation un peu tout le temps dans les creux, en fait, de l'événement, mais c'était toujours très dirigé par la logique de fiction, en fait, où il y avait vraiment l'histoire, les 2 personnages qui se rencontrent, et voilà, c'est ça. Et il y avait quand même un degré d'improvisation beaucoup sur les dialogues. C'est pour ça que j'ai mis au crédit, les comédiens ont participé à l'écriture des dialogues du film. Tout le monde est un peu auteur de son dialogue, en fait. Il y a des impros, il y a plein de trucs qui avaient une petite trame, etc., où les comédiens ont brodé dessus, et avec Louise et Mage qui interprètent les 2 personnages principaux pour l'appartement, on a répété pendant des mois, en fait, le dialogue, qui était en fait à la base beaucoup plus long étant donné que c'était le centre du film. Je pense que là, on a même pas la moitié de ce qui a été tourné au niveau du dialogue. Ça devait être vraiment, c'est même plus, c'est un tiers, je pense, à peine un tiers. C'était vraiment, tout le dialogue devait être la structure du film, en fait, à la base, dans l'appartement. Donc c'est un film très eustachien, en fait, dans sa logique, où la parole crée évocation, en fait, et crée le monde du film, en fait. Mais ça a beaucoup changé, donc la boîte a pris plus d'espace après, et on a beaucoup travaillé avec eux, et on a beaucoup creusé ensemble pour qu'ils s'approprient ce que les personnages racontent, pour ce que les personnages pensent, et vraiment comprendre, en fait, ce qu'ils disent pour vraiment le porter aussi, et pour être à l'endroit juste, en fait, du propos. Ils voulaient pas défendre, parce que vu que c'est très idéologique, en fait, comme film, les personnages défendent tous les 2 des idéologies très précises, ils ont des rapports au monde très affirmés, donc les comédiens, enfin Mage et Louise, ils avaient besoin d'être en accord avec ce qui était dit, en fait. Et donc c'était un long travail ensemble pour trouver, et moi de leur expliquer où je voulais en venir avec ces 2 personnages qui sont des personnages de pure fiction, hein. C'est vraiment, ça, c'est une invention, quoi. Enfin, Louise est pas du tout une fêtarde, elle a jamais été avant le film dans des boîtes techno. Mage qui interprète le personnage de Saïd, il est tunisien. il a pas grandi en France, etc. Enfin voilà, quoi. On est vraiment sur des purs personnages de fiction, voilà, comme dans un film classique, quoi. Et dans l'appartement, il y a ces 2 personnages, mais il y a aussi un portrait d'un homme qui doit dater de la Renaissance. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on voit ce portrait, on voit ses yeux aux pupilles dilatés, on a presque l'impression que lui aussi a pris du MDMA. J'avais jamais pensé. C'est drôle, ça. Qui sait, je ne sais pas, je n'étais pas là avec Il Peruggi. C'est un portrait du Pérugin qui est la galerie des Offices à Florence, en fait. Et alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer le choix de ce portrait Alors, comme c'était pas l'idée d'en rajouter avec les yeux. Moi j'étais sûr que c'était ça, mais alors en fait, le portrait a eu plusieurs moments. C'est que en fait, à l'origine, dans une toute première version du scénario, en fait, le personnage de Félicie, en fait, parlait de raconter une sorte de dernière histoire, en fait, après la coupure de courant, qui était à propos d'un ami qui s'était suicidé, en fait. Donc pour moi, le portrait venait incarner, en fait, ce personnage qui était hors champ, et venait aussi incarner l'autre personnage, l'autre de Saïd, en fait, qui est Hamid, son pote Hamid, qui l'a accompagné dans la lutte, etc. Donc ça venait incarner un peu l'autre, on va dire, de manière un peu abstraite, quoi. Ensuite, après la réécriture, en fait, c'est devenu Lex, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, pour moi, très peu de monde le voit, hein, que en fait, le portrait ressemble à la jeune femme qui joue Lex. Tu te l'es dit, toi? Ah, génial. Bon, ça marche de temps en temps, alors. Non, mais c'est vraiment pas gagné, parce que moi, c'est assez... Ah ouais?
Bon bah génial. Sûr, Moi, ça- sûr, ouais. sûr. En fait, Natalia, c'est ma compagne. En fait, on a fait le film ensemble. Et enfin, elle est productrice artistique sur le film. Elle est collaboratrice à la mise en scène. Elle a été chef décoratrice, chef costumière. Elle joue même dans le film. Donc voilà. Au début, il y avait pas son personnage en fait. Et dans la réécriture, en fait, on a créé ce personnage de Lex. Et donc le portrait est venu représenter Lex en fait. Et je me suis rendu compte à ce moment-là. C'est comme ça que je lui ai proposé de jouer dans le film. En fait, je lui ai dit, en fait, le portrait il te ressemble. C'est pour ça que j'adore cette toile. En fait, j'avais jamais réussi à mettre des mots dessus. Je lui ai dit, bah tiens, bon, vas-y, tu joues le rôle et donc tu ressembles au portrait. On l'a même maquillée à la fin quand elle revient pour qu'elle ressemble au portrait. On lui a changé ses sourcils, etc. pour qu'elle ressemble le plus possible au portrait en fait quand elle revient le matin. Donc voilà, donc c'est parti de là en fait à la base. Mais voilà, et c'est aussi un truc du motif du portrait dont je parlais en fait depuis le début. Enfin, j'adore le portrait en fait. Enfin, c'est très beau, c'est un des arts les plus ancestraux qui existent en fait. C'est une forme de représentation hyper originelle en fait et je trouve ça, je sais pas, je trouvais ça intéressant avec un truc aussi contemporain que la techno, etc. de revenir à quelque chose d'assez ancestral aussi. Eh bien, merci beaucoup, Anthony. Merci à vous de m'avoir proposé de faire Merci, cette interview, merci. c'était un plaisir. Et bonne suite de festival. C'est gentil, merci également. Willkommen, welcome, bienvenue. La radio du festival Bildrausch.